Pour le 6e anniversaire de ma fille, mes beaux-parents lui ont envoyé un ours en peluche marron tout mignon en cadeau. Elle a eu l'air heureuse au début, puis elle s'est figée. Maman, c'est quoi? Je m'approchai et je devins livide. Je n'ai pas crié. J'ai agi. 3 jours plus tard, la gendarmerie était à leur porte. Le 6e anniversaire de Léa était censé être simple. Des cupcakes, des chapeaux pointus, 3 petites filles criant dans mon salon comme de minuscules divas d'opéra élevées au sucre et à l'espièglerie. Le problème avec la simplicité, c'est qu'elle exige que votre vie le soit aussi, et la mienne ne l'était absolument pas. J'étais en plein divorce avec Adrien. La paperasse traînait partout comme une mauvaise odeur. La tension était à la fois omniprésente et invisible, ce qui est une façon charmante de vivre quand on essaie d'empêcher une enfant de 6 ans de remarquer que son monde est en train d'être chamboulé. Alors, j'ai essayé de compenser. Je suis devenue la super maman. J'ai installé des guirlandes, préparé des pochettes surprises. J'ai cuisiné des muffins maison au lieu de faire comme toute personne normale et de les acheter dans une boulangerie de quartier qui emploie des professionnels et possède probablement un certificat d'hygiène. J'ai même invité les parents à rester. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Peut-être par culpabilité. Peut-être par pur masochisme. Ou peut-être que je voulais des témoins au cas où je craquerais et commencerais à manger le glaçage directement à la poche à douille. Ce que j'ai fait. Les témoins ont été polis. Il y avait 3 amis, les meilleurs amis de Léa, ce qui change chaque semaine, mais aujourd'hui, c'était ces 3-là. Leurs parents planaient avec cette énergie maladroite des gens qui essaient de vous soutenir sans admettre qu'ils ont déjà cancané avec leur conjoint. Alors, Manon et Adrien, c'est. Tu vois? Je souriais trop. Je riais trop vite. J'utilisais cette voix qu'on prend quand on organise une baby shower pour quelqu'un qu'on déteste. Tout allait bien. Léa allait bien. Et puis le courrier est arrivé. C'était une boîte rose impeccable avec un ruban qui semblait avoir été mesuré et noué par quelqu'un qui repasse ses draps de lit. Geneviève et François. Mes beaux-parents. Le genre de personne qui croit que l'apparence est le reflet de l'âme. Il y avait un mot scotché dessus. Pour Léa, à ouvrir aujourd'hui. Parce que, bien sûr, Geneviève et François ne venaient pas à cette fête. Léa allait avoir un autre anniversaire avec Adrien quelques jours plus tard. L'anniversaire de papa, comme elle l'appelait. Comme si Adrien était celui qui fêtait ses 6 ans, et non celui qui arrivait probablement en retard en blâmant les bouchons sur le périphérique pour son manque de ponctualité chronique. Mais Geneviève et François voulaient que leur cadeau soit ouvert maintenant, alors nous l'avons ajouté à la pile. Des enfants ouvrant des cadeaux ensemble, c'est le chaos à l'état pur, une catastrophe naturelle avec du joli papier cadeau. Léa a déchiré un sachet d'autocollant, a poussé un cri devant une gourde pailletée, et a brandi une licorne en plastique comme si elle venait de découvrir le feu. Puis elle a saisi la boîte rose. Celui-là, c'est de mamie et papy, chanta-t-elle comme si elle annonçait l'entrée d'un nouveau personnage dans une pièce de théâtre. Elle l'ouvrit avec précaution. Avec précaution. Parce que Geneviève lui avait appris à être douce, ce qui semble mignon jusqu'à ce qu'on comprenne que pour Geneviève, douce est un synonyme d'obéissante. À l'intérieur se trouvait un ours en peluche marron avec un petit cœur brodé sur la poitrine. Le visage de Léa s'illumina. Elle adorait les doudous. Elle aimait tout ce qui était doux, fidèle et silencieux. Honnêtement, moi aussi. Oh mon Dieu, chuchota-t-elle en le serrant contre elle comme s'il l'avait sauvée d'un incendie. Les autres filles se pressèrent autour d'elle. Oh, il est trop chou. J'en veux un. L'un des pères, un type sympa au nom flou, probablement Stéphane, lança. Cet ours va devenir son meilleur ami. J'ai ri, parce que c'est ce qu'on fait quand les gens disent des choses normales dans des fêtes normales. Léa emporta l'ours pour jouer et la maison retrouva son vacarme d'anniversaire habituel. Des enfants qui courent, des parents qui sirotent leur café comme si c'était un médicament. Des assiettes en carton qui s'empilent, du glaçage apparaissant dans des endroits où le glaçage ne devrait jamais se trouver. Sur le moment, tout semblait vraiment normal. Pas paisible, pas calme, mais normal. Et c'est ça le truc avec la normalité. On ne réalise que c'est la dernière fois avant qu'elle ne disparaisse déjà. Environ 20 minutes plus tard, Léa apparut à l'entrée du salon, son ours sous le bras,
le sourcil froncé comme lorsqu'elle essaie de résoudre un problème de maths. Maman, m'appelait-elle. Je me tournai vers elle, gardant mon sourire de façade, car je jouais le rôle de la femme qui va bien comme si c'était un emploi à plein temps. Elle s'approcha. Elle ne pleurait pas. Elle n'était pas triste, juste confuse. Puis elle me tendit l'ours. Il y avait une petite ouverture près d'une couture, comme une fermeture éclair cachée sous la fourrure. Le genre de détail qu'on ne remarque pas, à moins d'être l'enfant qui croit que chaque objet est un mystère à résoudre. Léa, qu'est-ce que tu as fait? Elle pressa le flanc de l'ours et me regarda. Maman, dit-elle très doucement. C'est quoi? Sa voix me fit l'effet d'une main se serrant dans ma poitrine. Je restai immobile. Je me penchai et ma peau se glaça. À l'intérieur de l'ours, à peine visible par la couture ouverte, il y avait quelque chose qui n'était certainement pas du rembourrage. Quelque chose de dur. Quelque chose qui n'avait rien à faire dans un jouet d'enfant. J'ai eu l'estomac noué si violemment que j'en ai eu les jambes flageolantes. Mon premier réflexe a été de réagir comme mon corps le hurlait. Crier, exiger des explications, appeler Geneviève et François pour leur demander à quel genre de petits jeux pervers ils jouaient. Mais il y avait 3 petites filles derrière Léa. Il y avait des parents dans mon salon. Il y avait un gâteau d'anniversaire avec des bougies qui n'attendaient qu'à être allumées. Et il y avait le visage de Léa qui me regardait comme si j'étais la réponse à tout. Alors j'ai ravalé ma colère. J'ai pris une voix douce. Oh, dis-je, comme si elle venait de me montrer un bouton décousu. Fais-moi voir une seconde, ma chérie. Léa hésita. Il est cassé? Non, mentis-je. Je veux juste vérifier quelque chose. Je lui pris l'ours des mains délicatement. Si délicatement, comme si je tenais une bombe. Va jouer, dis-je. Je te le rapporte tout de suite. Léa hocha la tête. Parce que Léa est une enfant sage. Parce que Léa me fait confiance. Parce que Léa n'avait aucune idée qu'elle venait de me remettre le début de la fin. Je remontai le couloir sans courir. Parce que courir aurait attiré l'attention des parents. Et je ne voulais pas de questions. Pas encore. J'entrai dans ma chambre, la pièce qu'Adrien et moi partagions avant le divorce, devenue depuis un territoire neutre, et je fermai la porte. Mes mains tremblaient avant même que je réalise que ma respiration avait changé. Je m'assis sur le bord du lit, l'ours sur les genoux. Je fixai cette couture. Je fixai la forme dure à l'intérieur. Et je réalisai une chose très clairement. Quoi que ce soit, ce n'était pas un accident. Cet ours n'était pas juste un cadeau. C'était un message. Mon cœur battit un coup, lourd et lent. J'ouvris un peu plus la couture, je regardai, je vérifiai, ajustant l'ours pour que la lumière éclaire l'intérieur. Mon souffle devint court, mon visage blêmi, et je sentis quelque chose en moi. Quelque chose de fatigué et d'ancien. J'étais enfin furieuse. De l'autre côté de la porte, j'entendais la fête. Des rires, des bruits de pas, quelqu'un réclamant du jus d'orange. Sur mes genoux, l'ours marron semblait innocent. Il ne l'était pas. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai appelé personne. J'ai fait la seule chose possible. J'ai refermé la couture, lissé la fourrure et je me suis levée. Je posai l'ours en sécurité dans ma chambre, là où Léa ne pouvait pas l'atteindre, là où il ne risquait pas de retomber accidentellement entre ses bras. Puis je me regardai dans le miroir et répétai mon sourire comme si je répétais pour une pièce de théâtre, car j'avais encore une fête d'anniversaire à terminer et je n'étais pas prête à laisser quiconque voir ce qui venait de changer. Je retournai au salon, servis le gâteau, chantai joyeux anniversaire, applaudis au bon moment, tout en ayant cette pensée qui tournait en boucle dans ma tête comme un signal d'alarme. Cet ours avait déjà fait son travail, et je n'avais même pas encore compris lequel. Quand le dernier invité fut parti, je restai dans ma cuisine à fixer une pile d'assiettes en carton. Léa était à l'étage en train de se brosser les dents, fredonnant pour elle-même. Elle avait passé une excellente journée. J'aurais dû être soulagée. Au lieu de cela, j'avais l'impression d'avoir couru un marathon en gardant un secret dans la bouche comme du verre brisé, parce que je savais ce qui m'attendait dans ma chambre, et je savais qui l'avait envoyé. Geneviève et François n'étaient pas devenus mes beaux-parents par hasard. Ils étaient venus avec Adrien, comme une garantie qu'on ne lit pas avant qu'il ne soit trop tard.
Quand j'ai rencontré Adrien, il était charmant, drôle, facile à vivre. Le genre d'homme capable de contester une amende pour excès de vitesse et de convaincre le policier que c'était de sa faute s'il se trouvait là. Il n'était pas cruel. Il ne criait pas. Il n'était pas le genre de mari dont on avertit ses amis immédiatement. Il était fuyant. L'argent disparaissait. Pas de façon dramatique. Pas du genre nous allons perdre la maison demain. Juste assez pour vous obliger à revérifier le compte. 100 € par-ci, 200 € par-là. Il avait toujours une explication. Oh, j'ai oublié de te dire, j'ai payé l'assurance auto. Oh, j'ai fait quelques courses. Oh, j'ai dû avancer un truc pour le boulot. Et pendant un temps, je l'ai cru, parce que c'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un. On adapte la réalité à ses histoires. Geneviève et François étaient toujours dans les parages. Assez proches pour que passer à l'improviste devienne un passe-temps. Dîner du dimanche, visite impromptue le mardi, appel téléphonique qui commençait à on prenait juste des nouvelles et finissait à nous sommes inquiets de la façon dont tu gères les choses. Ils étaient obsédés par l'argent d'une manière démodée, comme si l'argent était une forme de moralité. Ils posaient des questions qui semblaient anodines mais qui ressemblaient à des inspections fiscales. Alors, combien mettez-vous de côté chaque mois? Tu es toujours à la DNP ou tu as fini par changer de banque? Qu'est-ce qui est à ton nom par rapport à celui d'Adrien? Si j'hésitais, Geneviève penchait la tête et souriait comme si j'étais une enfant cachant son carnet de notes. Et Adrien n'arrêtait jamais ça. Au contraire, il hochait la tête, riait, haussait les épaules. Maman est comme ça, disait-il. Elle part d'un bon sentiment. Parfois, il ajoutait. Ils n'ont peut-être pas tort, ce qui est une forme spéciale de trahison. La trahison silencieuse, celle où vous vous sentez en infériorité numérique au sein même de votre propre mariage. Puis Léa est née et la situation financière a empiré. Ah parce que les bébés coûtent cher, ils coûtent cher, mais parce qu'Adrien a commencé à paniquer pour l'argent comme si c'était une insulte personnelle. Il devint agité, irritable, secret. Il commença à rentrer tard après des sorties entre amis. Il commença à prendre des appels dans le garage. J'ai trouvé des transactions en ligne qui n'avaient aucun sens. Des retraits à des heures bizarres, des paiements que je ne pouvais relier à rien dans nos vies. Quand je lui demandais des explications, il devenait sur la défensive. Pourquoi tu me pistes? Je ne te piste pas. J'essaie de comprendre pourquoi le loyer arrive et que le compte est à sec. Il transformait toujours ça en dispute sur mon ton, mon timing, mes problèmes de confiance. Et pour être honnête, mes problèmes de confiance n'étaient pas imaginaires. Ils s'étaient construits brique par brique. Il m'a fallu plus de temps qu'il n'en aurait fallu pour mettre un nom dessus. Les jeux d'argent. Pas juste quelques paris entre amis, pas juste une soirée poker. Le jeu de la manière qui fait s'évaporer l'argent et ne laisse derrière lui que des excuses, de l'adrénaline et des dettes. Quand je l'ai confronté, il a juré que ce n'était pas si grave. Il a juré que c'était rare. Il a juré qu'il gérait. La réaction de Geneviève et François ne fut pas celle qu'on espérait. Ils n'ont pas dit. Adrien, arrête. Ils n'ont pas dit. Adrien, fais-toi aider. Ils ont dit des choses comme. Manon, tu dois être plus compréhensive. Ils ont dit. Le stress financier fait faire des choses aux hommes. Ils ont dit. Peut-être que si tu ne le jugeais pas autant. C'était toujours de ma faute, d'une manière ou d'une autre. Et Adrien, encore une fois, ne faisait rien. Il les laissait parler. Il les laissait m'ignorer comme si j'étais un meuble. Il restait là, l'air fatigué, et disait. On peut ne pas faire ça maintenant, comme si le problème était la conversation et non son addiction. J'ai essayé plus longtemps que je n'en suis fière. J'ai tenté les budgets, le conseiller conjugal. J'ai essayé de lui donner plus de liberté, ce qui est ironique avec le recul, car ce qu'il voulait, c'était la liberté de ne pas subir les conséquences de ses actes. J'ai essayé d'être calme, rationnel et solidaire, mais j'avais aussi une fille. Et à un moment donné, on réalise qu'on élève pas un enfant, mais deux, et que l'un d'eux a son permis de conduire. Le tournant final est survenu après le décès de mon père. Il n'était pas jeune, mais le perdre m'a donné l'impression qu'on m'enlevait la chaise sur laquelle j'étais assise. Il m'a laissé un peu d'argent.
Pas une fortune du genre démissionne et achète un vignoble dans le Bordelais, mais il a aussi laissé autre chose. Un compte bloqué pour Léa. Environ 140 000 euros. Mon père n'avait pas tout verrouillé au centime près. Il faisait confiance à mon jugement. L'argent pouvait être utilisé pour Léa si nécessaire. C'était le but. Mais je ne voulais pas y toucher. Je voulais protéger cet argent comme si c'était de l'oxygène. Les études, un premier appartement, un avenir où elle ne commencerait pas sa vie d'adulte avec un train de retard. Adrien l'a appris, et l'ambiance de notre mariage a changé du jour au lendemain. Au début, ce n'était qu'une suggestion. On pourrait emprunter un peu. On pourrait rembourser des trucs. C'est pour Léa de toute façon. Si on l'utilise pour les factures maintenant, ça profite aussi à elle. Il présentait ça comme une astuce légale. Puis les demandes sont devenues plus agressives. Il prétendit avoir une opportunité d'affaires, une dette urgente à régler, une situation critique qui allait exploser si on n'agissait pas. J'ai appris plus tard que ces situations critiques étaient des dettes de jeu et des pertes qu'il ne pouvait admettre. Quand j'ai refusé, il s'est mis en colère. Quand j'ai refusé à nouveau, Geneviève et François s'en sont mêlés. Ils m'ont coincé lors d'un dîner. Geneviève a souri et a dit: une bonne mère utilise toutes les ressources pour son enfant. François a grogné. À quoi sert l'argent si on ne s'en sert pas? Adrien restait assis là, comme un spectateur de sa propre vie. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de contrôle. Et il voulait le mien. J'ai demandé le divorce. Je ne le voulais pas vraiment. Je n'ai pas grandi en rêvant de calendrier de garde alterné et de vacances partagées. Mes propres parents ont divorcé quand j'avais l'âge de Léa. Je me souviens de la confusion, des 2 anniversaires, de l'impression d'être trimballée comme un bagage. Je m'étais juré de ne pas faire ça à mon enfant. Mais je m'étais aussi juré de ne pas laisser ma fille grandir en regardant sa mère se faire vider financièrement et émotionnellement par un homme qui ne s'arrêtait jamais et des parents qui ne le mettraient jamais face à ses responsabilités. Alors je l'ai fait. Et parce que je suis apparemment allergique aux solutions de facilité, j'ai essayé d'être généreuse. J'ai proposé une garde partagée 50-50e. J'ai proposé de diviser les biens proprement. J'ai même proposé de ne pas faire de vagues concernant l'héritage que j'avais reçu pendant le mariage, parce que cela ne valait pas une guerre juridique. Les frais d'avocat peuvent dévorer une vie entière. Adrien a fait semblant d'être d'accord. Nous étions presque parvenus à un accord. Maître Claire Lefebvre, mon avocate, calme et incisive, le genre de femme capable de fixer un ouragan sans ciller, était confiante. Adrien n'avait pas encore signé, mais il se montrait coopératif. Et je l'ai cru, parce que je voulais le croire, parce que Léa méritait des parents qui se comportent comme des adultes. Alors, quand Geneviève et François ont envoyé cet ours en insistant pour qu'il soit ouvert en avance, une partie de moi a pensé que c'était juste leur façon d'être. Un coup de force, une démonstration, une manière de s'assurer que leur présence plane sur ma maison même en leur absence. Je ne comprenais pas encore jusqu'où ils étaient prêts à aller. Mais j'avais compris une chose. Ce jour-là, dans ma chambre, je leur avais proposé la paix, et ils avaient répondu par quelque chose de caché dans un ours en peluche. Ce qui signifiait que la phase amiable n'avait jamais été réelle. Ce n'était qu'un masque. Et maintenant, je ne pouvais m'empêcher de me demander. Si je donnais déjà la moitié à Adrien, que voulait-il de plus? Le soir, une fois Léa couchée, j'avais l'impression d'avoir mal au visage à force d'avoir fait semblant. Elle rayonnait encore de sa fête, les cheveux collants, du glaçage dans des endroits que je ne préférais pas identifier. C'était l'épuisement serein d'une enfant fêtée comme il se doit. C'était le meilleur anniversaire du monde, marmonna-t-elle contre son oreiller. Ma gorge se serra. Le mien aussi, mentis-je. Parce que les mères mentent à amour tout le temps. Je l'ai bordé, je l'ai enracé sur le front et je suis restée sur le pas de la porte un peu plus longtemps que d'habitude. Léa ne savait pas. Pas vraiment. Elle savait qu'il y avait eu un truc bizarre avec l'ours. Elle savait que je le lui avais pris, mais elle ne connaissait pas la tempête qui se préparait. Elle ignorait la forme de ce qui allait arriver. Et c'était le plus douloureux. Maintenant, la maison était silencieuse, et le silence était assourdissant. Je retournai dans ma chambre et repris l'ours là où je l'avais caché.
Il pesait dans mes mains comme une accusation. J'ouvris la couture que Léa avait trouvée, plus largement cette fois. À l'intérieur se trouvait un petit dispositif. Plastique dur, câblage, quelque chose de métallique. Pas du rembourrage, pas un poète-poète. Je ne compris pas tout de suite, pas complètement. Je ne suis pas idiote, mais je ne suis pas non plus le genre de personne qui identifie couramment des composants électroniques cachés dans des peluches. J'ai fait ce que toute femme moderne fait face à un cauchemar enveloppé de fourrure. J'ai pris des photos. Gros plans, différents angles, les minuscules numéros de série gravés sur le boîtier. Puis j'ai cherché sur Google. Les résultats ne semblèrent pas réels au début. On aurait dit que ça appartenait à la vie de quelqu'un d'autre. Mais pièce par pièce, tout s'est assemblé. Un module d'enregistrement, un traceur GPS. Alors, ils essayaient de nous espionner. Mais pourquoi? Que voulaient-ils? Que voulait Adrien? Mes mains devinrent glacées une fois de plus. Je m'assis sur le bord de mon lit et fixai l'ours, pensant à toutes les fois où Léa l'avait serré contre elle. Toutes les fois où elle avait pressé sa joue contre lui, croyant être en sécurité. Toutes les fois où Geneviève l'avait enracée en l'appelant ma chérie tout en me souriant comme si je ratais un examen. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas appelé Adrien tout de suite, car je savais déjà ce que donnerait cet appel. Il nierait. Il dirait que je suis paranoïaque. Il dirait que je perds la tête. Et ensuite, il leur ferait un compte-rendu et ils ajusteraient leur stratégie. Non. S'ils jouaient à ce jeu, je n'allais pas annoncer mes coups à l'avance. J'ai refermé l'ours du mieux que j'ai pu, comme si je n'avais rien vu. Puis je l'ai placé dans un sac scellé, bien caché. Enfin, je restais là dans le noir avec une seule pensée. Adrien s'y connaît en technologie. Geneviève et François s'y connaissent en culpabilisation, en contrôle et en gratin dauphinois, mais pour la tech, c'est Adrien. Le lendemain matin, j'ai appelé Claire Lefebvre. Je n'ai même pas essayé de paraître décontractée. Je dois vous voir, ai-je dit. Claire n'a pas demandé pourquoi. Elle m'a simplement donné une heure de rendez-vous. Son cabinet sentait le papier propre et le stress. Je m'assis face à son bureau et fis glisser mon téléphone. J'ai pris des photos d'un dispositif trouvé dans le cadeau d'anniversaire de Léa, dis-je. Le visage de Claire ne changea pas beaucoup, mais son regard s'aiguisa. Elle étudia les photos, zooma, dézooma. Puis elle releva les yeux vers moi. Manon, dit-elle très calmement. C'est grave. Je sais, répondis-je. C'est pour ça que je suis là. Claire posa le téléphone délicatement, comme s'il risquait de la mordre. Avant de parler du dispositif, dit-elle, je dois vous dire quelque chose. Mon estomac se noie. Elle ouvrit un dossier, mon dossier, et pointa une page. Adrien a refusé le 50-50e. Je clignai des yeux. Quoi? Il a rejeté la proposition de garde partagée, répéta Claire. Il demande la garde exclusive. Ma bouche devint sèche. Ça n'a aucun sens, dis-je. Il a dit qu'il. Je sais ce qu'il a dit, coupa Claire, toujours calme. Je sais ce qu'il vous a présenté, mais dans les documents officiels, il allègue que vous êtes instable. Mon cœur se mit à tambouriner dans mes oreilles. Il m'accuse d'être instable? Claire hocha la tête. Et il demande au tribunal de lui confier le contrôle exclusif des décisions concernant les finances et l'éducation de Léa. Voilà le déclic. La raison. Ce n'était pas pour Léa. Pas vraiment. Parce que s'il s'agissait de Léa, une garde 50-50e aurait suffi. Mais la garde exclusive, c'était le contrôle total. C'était l'accès. La garde exclusive était le chemin vers la seule vraie somme d'argent dans tout ce gâchis. Le compte bloqué de Léa. Je restai là, les mains crispées sur mes genoux, et je sentis quelque chose basculer en moi. Quelque chose qui avait essayé de rester poli pendant des mois. Je lui avais proposé l'équité. J'avais proposé la paix. Et il avait répondu en essayant de mettre ma maison sur écoute et de m'enlever mon enfant. Claire se pencha en avant. Avez-vous des preuves de son addiction au jeu? Oui, répondis-je immédiatement. Des SMS, des relevés bancaires, des messages où il me demande d'utiliser l'argent du compte bloqué. Bien,
dit-elle. On va en avoir besoin. Elle tapota mon téléphone à nouveau. Et ce dispositif, nous devons le traiter correctement. Vous devriez déposer une plainte au commissariat. L'appareil lui-même devient une pièce à conviction. Les résultats de la police technique prendront du temps, mais le simple fait qu'il existe est une arme puissante. J'ai hoché la tête parce que mon corps fonctionnait désormais sur quelque chose de plus vieux que la peur. La stratégie, la protection, la guerre. Claire m'observa une seconde. Vous lui aviez proposé une voie non contentieuse, dit-elle doucement. Il a choisi le conflit. Je sentis ma mâchoire se crisper. Alors il va apprendre à quoi ressemble un vrai conflit, dis-je. Claire ne sourit pas, mais sa voix trahissait une forme d'approbation. C'est la bonne réponse. Je quittai son bureau avec une liste de documents à rassembler, de copies à imprimer, de comptes à documenter, et je partis aussi avec autre chose. De la clarté. Adrien n'avait pas joué franc jeu. Il jouait pour tout rafler. Et désormais, moi aussi. Quelques jours plus tard, c'était l'heure du 2e anniversaire de Léa. Celui avec Adrien. Celui avec Geneviève et François planant en arrière-plan comme s'ils n'avaient jamais rien fait de mal de leur vie. Je ne voulais pas laisser partir Léa. Chaque cellule protectrice de mon corps hurlait de ne pas le faire, mais je savais aussi ce que cela donnerait si je l'empêchais sans preuve irréfutable. Si je devenais soudainement la mère difficile, j'entrerais exactement dans le récit qu'il voulait construire. Alors, j'ai fait ce que font les mères. J'ai planifié. Ce matin-là, j'ai mis une montre au poignet de Léa. Elle ressemblait à une montre d'enfant normale. Colorée, simple, le genre qu'on achète parce que les enfants ne savent pas lire leur mais adorent les accessoires. Je m'accroupis devant elle et gardai une voix légère. Si tu as peur, dis-je en écartant une mèche de son visage, appuie sur ce bouton. Léa regarda la montre. Pourquoi ? Juste au cas où, dis-je. Parfois les adultes s'en mêlent les pinceaux. Si tu ne trouves pas papa ou si tu as besoin de moi, tu appuies dessus. D'accord ? Léa hocha la tête. D'accord. Je l'embrassai sur le front et souris. Mon sourire ne dépassait pas mes lèvres. Adrien vint la chercher. Il se tenait sur le pas de ma porte comme un homme qui avait répété son rôle d'inoffensif. Salut, dit-il, comme si nous étions deux parents amicaux qui divorçaient par simple accident de calendrier. Salut, répondis-je. Léa courut vers lui. Il la souleva et la fit tournoyer comme un père normal. Je surveillais ses mains. Je surveillais son visage. Je surveillais tout. Il me tendit un papier avec une adresse pour le rendez-vous de retour. On la déposera là, dit-il. À la même heure. Envoie-moi un message quand vous partez, dis-je. Bien sûr, répondit Adrien avec aisance. Et ils partirent. Les heures furent interminables. J'essayai de paraître normal. Je fis le ménage, la lessive. Je fixai trop mon téléphone. Je vérifiai l'heure, encore et encore, parce que l'anxiété, c'est juste votre cerveau qui clique sur actualiser en espérant charger une nouvelle information. Quand vint l'heure de récupérer Léa, je conduisis jusqu'à l'adresse indiquée par Adrien. C'était un immeuble de bureau, pas une maison. Ah, un jardin plein de ballons, rien qui ressemble à une fête d'enfants. Juste un lieu froid. Je me garai sur le parking et restai un moment à regarder autour de moi. Aucune voiture connue. Pas de musique, pas d'enfants, pas de décoration, aucun signe. Peut-être était-ce à l'intérieur. Peut-être y avait-il une entrée à l'arrière. Peut-être étais-je en avance. Je sortis et fis le tour du bâtiment. Je vérifiai l'adresse sur mon téléphone, regardai les portes, cherchai une explication logique. Rien. Je vérifiai l'heure. Je vérifiai mes messages. J'appelai Adrien. Pas de réponse. J'appelai encore. Rien. J'envoyai un SMS. Je suis là. Vous êtes où ? Pas de réponse. Au début, je m'en voulus. Peut-être m'étais-je trompé d'immeuble. Peut-être avais-je mal lu le numéro. Je fis le tour du périmètre comme une touriste perdue. Puis j'essayai de me calmer. Peut-être était-il en retard. Peut-être était-il coincé dans les bouchons.
Peut-être qu'ils étaient à 5 minutes de là avec Léa chantant joyeux anniversaire dans la voiture. J'attendis. Je scannais la rue. J'appelais encore. Toujours rien. Et lentement, douloureusement, les excuses rationnelles s'effondrèrent pour laisser place à la peur. Parce que quand votre enfant manque à l'appel, votre corps le sait avant que votre esprit n'autorise les mots. Puis mon téléphone vibra. Une alerte, pas un message, pas un appel. Un SOS. Mes mains s'engourdirent. Je l'ouvris et vis le signal de localisation. Léa était chez Geneviève et François. J'ai eu un tel haut-le-cœur que j'ai cru vomir. Je ne l'ai pas fait. J'ai bougé. Je suis monté dans la voiture et j'ai conduit vite mais avec concentration, car la conduite sous le coup de la panique, c'est ainsi que les gens meurent, et j'avais besoin de rester en vie assez longtemps pour récupérer mon enfant. Tout en roulant, j'appelais le 17. Ma fille a 6 ans, dis-je, la voix serrée. Pas de mélodrame, juste les faits. J'ai reçu une alerte SOS de sa montre connectée. Je me suis rendu au point de rendez-vous convenu et elle n'y était pas. Je ne parviens pas à la joindre son père. J'ai sa position GPS. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un vérifier. L'opérateur posa des questions. J'y répondis. Ma voix me semblait étrangère, comme si j'étais devenue une femme transformée en pure checklist. Je donnai l'adresse. Je continuai de rouler. Quand je tournais dans la rue de Geneviève et François 5 minutes plus tard, je vis une voiture de gendarmerie déjà sur place. Mon cœur se serra de soulagement et de fureur tout à la fois. Je me garai en vrac et courus vers la porte. Avant que je puisse frapper, elle s'ouvrit et Léa en sortit comme si elle avait été retenue sous l'eau. Elle courut droit dans mes bras et se serra contre moi si fort que ses petits doigts me faisaient mal. Je la tins contre moi et respirai son odeur. Ses cheveux tièdes, son shampoing, l'odeur d'une enfant qui ne devrait jamais servir d'arme. Léa, chuchotai-je. Je suis là. Je suis là. Elle se recula juste assez pour me regarder, les yeux mouillés et confus. Mamie a dit que tu n'étais pas venue, octatait-elle. Elle a dit que tu m'avais abandonné. Ma gorge se noua. Je suis venue, dis-je immédiatement. J'y étais. Je te cherchais. Le visage de Léa se décomposa, comme si elle essayait de concilier deux vérités opposées et ne savait pas à laquelle se fier. Derrière elle, Geneviève apparut sur le seuil, les mains jointes comme si elle accueillait une réunion de paroisse. « Oh, Manon » dit-elle d'une voix mielleuse. « Tout ceci n'est qu'un malentendu. » François se tenait derrière elle, les bras croisés, l'air irrité, comme si ma fille disparue était un simple inconvénient dans sa soirée. Un gendarme s'approcha et posa quelques questions de base. Voix calme, posture neutre, le ton pratiqué de ceux qui ont vu toutes les versions possibles du chaos familial. Léa renifla et dit. « J'ai eu peur. Maman n'est pas venue. » Ma poitrine se serra, parce que bien sûr qu'elle disait ça. Elle avait 6 ans. On le lui avait dit. Elle l'avait cru. Elle avait appuyé sur le bouton parce qu'elle avait peur. Et les enfants ne savent pas quoi faire d'autre quand ils pensent avoir été délaissés. Geneviève murmura. Elle est tellement émotive ces derniers temps. Je la regardai. Vraiment. Et je vis le même sourire qu'elle portait lors des dîners du dimanche quand elle m'interrogeait sur mon compte bancaire. Je ne discutais pas sur le perron. Je n'expliquais rien. Je ne leur donnais pas la dispute qu'ils attendaient. Je soulevai Léa dans mes bras et dis. On rentre à la maison. Geneviève ouvrit la bouche comme pour protester, mais la présence du gendarme la fit hésiter. François semblait vouloir ajouter quelque chose, mais il se tut. Adrien était introuvable, ce qui, honnêtement, était la chose la plus typique d'Adrien qui soit. J'attachai Léa dans la voiture et rentrai, tremblante d'une rage contenue. Une fois à l'intérieur, je fis un chocolat chaud. Pas parce que le chocolat chaud guérit les traumatismes, mais parce que cela donne aux petites mains quelque chose de chaud à tenir. Et parfois, c'est le premier pas vers la sécurité. Je restai avec Léa sur le canapé jusqu'à ce que sa respiration se calme. Je ne t'ai pas abandonné, lui dis-je doucement. Jamais. Léa hocha la tête, épuisée. Elle se blottit contre moi comme un bébé, même si elle avait 6 ans et était déterminée à être une grande. Plus tard, une fois qu'elle fut endormie,
je retournai dans ma chambre et ouvris l'application de la montre. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Un horodatage, un journal de localisation. Mais quand je cliquais sur l'événement SOS, il y avait un fichier audio joint. Mes doigts survolèrent l'écran une seconde. Puis j'appuyai sur lecture. Au début, c'était étouffé. Du tissu, des mouvements, la respiration d'un enfant. Puis la voix de Geneviève s'éleva, assez claire pour me donner la chair de poule. Tu vois, disait-elle, ta maman n'est pas venue. La petite voix de Léa. Elle avait dit qu'elle viendrait. La voix de Geneviève à nouveau, plus douce cette fois, comme du poison dans du miel. Parfois, les mamans disent des choses et ne les pensent pas. Tu dois t'en souvenir. La voix de François résonna en arrière-plan. Arrête de pleurer. Les grandes filles ne pleurent pas. Le sanglot de Léa s'étrangla dans sa gorge, et j'eus le cœur retourné. Puis la voix de Geneviève reprit. Et cette fois, ce n'était plus du réconfort. C'étaient des instructions. Si quelqu'un te demande, disait-elle, tu diras que ta maman oublie des choses. Tu diras qu'elle s'énerve. Tu diras qu'elle n'est pas stable. Je m'arrêtai de respirer. Léa gémit et Geneviève continua. Tu n'es pas obligé d'aimer dire ça, murmura-t-elle. Mais c'est important. Papa a besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide. Et ta maman, eh bien, ta maman ne peut pas s'occuper de toi comme nous le pouvons. L'enregistrement continuait. Plus de manipulation, plus de mise en scène, des mains d'adultes malades essayant de sculpter la réalité de mon enfant. Ce n'était pas une erreur. C'était un plan. J'enregistrai le fichier, fis une sauvegarde, et l'envoyai à Claire Lefebvre. Puis je m'assis sur le bord de mon lit et fixai l'obscurité, écoutant le silence de la maison et pensant avec une froide détermination. Ils voulaient des preuves. Maintenant, ils me les avaient données, et ils allaient le regretter chaque seconde. Des mois plus tard, nous avons eu l'audience. À ce moment-là, ce n'était plus un incident isolé. C'était un système. Un ours en peluche contenant un micro et un traceur envoyé à Geneviève et François, manipulé par Adrien, un dépôt de plainte, un rapport de la police technique reliant Adrien à l'appareil, et l'enregistrement SOS de Léa, la voix tremblante de ma fille de 6 ans pendant que des adultes la briefaient comme un témoin dont ils voulaient réécrire la déposition. Ce n'était plus ma parole contre la sienne. C'était leur voix, leur choix, leurs empreintes. La juge n'avait pas besoin que je sois pathétique. Je n'avais pas à jouer la douleur ou à prouver que j'étais le meilleur parent par un discours inspirant. Je n'avais qu'à dire la vérité et remettre les preuves. J'ai obtenu la garde exclusive. Adrien a obtenu un droit de visite médiatisé. Sur le papier, c'était structuré. En réalité, il l'a à peine utilisé. Une semaine sur 2 s'il en avait envie, parfois moins. Parfois, il annulait à la dernière minute, comme si la paternité était un abonnement facultatif. Geneviève et François ont complètement disparu de nos vies. Léa ne posait plus de questions sur eux. Pas après ce jour-là. Pas après les mensonges. Pas après avoir senti qu'elle était devenue un pion et l'avoir réalisé. Les enfants n'ont pas toujours les mots pour la trahison. Ils arrêtent simplement de tendre la main vers ceux qui l'ont commise. Et financièrement, mon Dieu, financièrement, je pouvais enfin respirer. Mon salaire restait dans mon foyer. Plus d'argent qui s'évapore. Plus d'urgence qui exigeait toujours mon sacrifice. Le compte bloqué de Léa est resté intact et placé. 140 000 € attendant exactement là où il devait être. Dans son avenir, pas dans l'appétit de quelqu'un d'autre. Parfois, tard le soir, je repense à quel point j'ai failli jouer la carte de la gentillesse jusqu'à tomber dans leur piège. Et puis je regarde ma fille, en sécurité, endormie, sereine, et je sais que je ne suis pas allée trop loin. Je suis allée exactement là où il le fallait. Alors, qu'en pensez-vous? Suis-je allée trop loin ou pas assez? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si elle a résonné en vous, laissez un like, écrivez en commentaire ce qui vous a le plus touché et n'oubliez pas d'indiquer d'où vous venez. Abonnez-vous à la chaîne, de nombreuses autres histoires arrivent bientôt.